Denis Villeneuve, voilà un nom qui déchaîne les passions depuis plusieurs années. Si le succès critique et commercial de sa fabuleuse adaptation de Dune l'a définitivement imposé dans le paysage hollywoodien, le bonhomme n'en était alors pas à sa première incursion dans le genre SF. Non, la première fois que Villeneuve a abordé le genre, c'était en 2016 avec l'adaptation du roman court L'Histoire de ta vie, où l'on parlait notamment d'extraterrestres et de linguistique. Tout un programme. Bref, salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui, on va parler de Premier Contact. Salut ma gueule, c'est John Michael. Dis-moi, tu m'as l'air de passer pas mal de temps sur le web, n'est-ce pas? Me réponds pas, c'est une question rhétorique. Et puis je t'entendrai même pas de toute façon. Tu réponds souvent à ton écran, mon con. Si t'as l'habitude d'internet, alors tu devrais savoir que tu t'exposes à toutes sortes de risques. Et pour faire face à ces menaces, rien de mieux qu'un VPN. Et pas n'importe lequel, attention, le meilleur du genre, NordVPN. Clique sur le lien pour une offre spéciale. Phishing, vol de mot de passe, malware, grâce à NordVPN, toutes ces menaces seront de l'histoire ancienne. Eh mais ça pourrait faire un putain de slogan ça. Un VPN, c'est un logiciel qui va masquer ton adresse IP et chiffrer toutes tes données. Bref, il va faire le nécessaire pour protéger ton trafic web privé de toute interférence externe. Mais il ne va pas faire que ça. Toi qui aimes bien mater des films et des séries, et bah sache qu'en te connectant à un serveur étranger avec NordVPN, tu auras accès au catalogue de streaming des pays en question. C'est pas génial ça? Il va aussi fréquemment surveiller le dark web pour te prévenir en cas de fuite de données impliquant tes identifiants et mots de passe. Bref, tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Et j'ai une offre pour toi en plus. En cliquant sur le lien dans la description, on t'offrira 4 mois gratuits pour l'achat d'un abonnement de 2 ans. Et si jamais tu doutes encore, tu bénéficieras d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. C'est pas magnifique? Alors clique sur mon lien, tu le regretteras pas. Merci NordVPN. Ted Chiang est un auteur américain de science-fiction et un grand passionné de physique. Avant de se lancer dans l'écriture, c'était même son aspiration professionnelle, devenir physicien. Inspiré par les écrits d'Asimov et de Clarke, Chiang met toujours un point d'honneur à ce que la science soit au cœur de ses récits. Et au début des années 90, il se lance dans l'écriture d'un roman court basé autour du principe de Fermat. Ce principe lié à l'optique explique que la lumière, en se déplaçant, suivra toujours non pas une simple ligne droite, mais le chemin le plus rapide pour rejoindre sa destination, quitte à modifier sa trajectoire pour augmenter sa vitesse. Ce qui explique le phénomène de réfraction dans l'eau par exemple. Chiang est fasciné par la manière dont la lumière semble s'adapter à son environnement, comme si elle connaissait sa destination avant même d'y arriver. Le futur ayant alors en quelque sorte une influence sur le présent. Ainsi, dans l'histoire que Chiang veut raconter, on suivrait un personnage qui connaîtrait son avenir à l'avance. Un avenir émaillé de moments de joie et de bonheur, mais aussi de terribles drames. De ce postulat émergent ainsi de nombreux questionnements. Est-il possible de vivre sereinement et d'apprécier les moments de bonheur en sachant qu'ils ne dureront pas? L'amour vaut-il vraiment la peine d'être vécu s'il résulte en un cœur et des vies brisées? Et surtout, disposons-nous véritablement d'un libre arbitre? Mais avant d'aborder ces questionnements existentiels, il faut déjà que Chiang détermine comment son personnage développe cette capacité. Des drogues psychotropes? Non. La méditation? Non plus. Et pourquoi pas un langage extraterrestre? Ah! Là, on tient quelque chose. Il se sert alors de l'hypothèse Sapir-Whorf, pas toujours appréciée des linguistes, qui suggère que le langage que nous parlons influence directement notre manière de penser et de percevoir le monde qui nous entoure. Et comme Chiang il est pas du genre à faire dans l'à peu près, il tient à maîtriser son sujet avant de se lancer dans l'écriture, raison pour laquelle il passera 5 ans à étudier la linguistique avant de coucher les premiers mots sur le papier. Publié en 98 dans le recueil Starlight 2, Story of Your Life, l'histoire de ta vie, raconte l'histoire de Louise Banks, experte en linguistique chargée d'établir le contact avec une race extraterrestre. Mais à force d'étudier leur langage, elle en vient à adopter leur perception du temps et à entrevoir son propre avenir. À sa publication, la nouvelle est très bien accueillie et sera même récompensée du prix Nebula du meilleur roman court en 99. Ellipse narrative. Au milieu des années 2000, le scénariste Eric Heisserer tombe sur le roman court Understand qui marque son premier contact avec Ted Chiang. Ayant beaucoup apprécié cette histoire qui traite de super intelligence, il décide de s'intéresser à l'auteur et se procure le recueil Story of Your Life and Others publié en 2002. Et là, c'est le choc. Il tombe amoureux de l'histoire de ta vie. Un récit qui le bouleverse, lui arrache les larmes, lui brise le cœur, tout en le captivant profondément. Sa lecture terminée, il prend quelques heures pour s'en remettre. Il réalise alors qu'il vient de vivre une expérience unique. Une expérience qu'il veut à tout prix partager avec le plus grand nombre. C'est décidé, il fera tout pour adapter l'histoire de ta vie au cinéma. Il prépare donc un pitch et part le présenter à de nombreux studios et compagnies de production. Après tout, qui refusera un film à base d'invasion extraterrestre? C'était du tout cuit! Non. En réalité, l'histoire de ta vie ne fait pas partie de cette catégorie. On est même à des années-lumière dans Independence Day. Ici, pas de grand spectacle explosif, mais un récit centré sur le deuil, la linguistique et le libre arbitre. Autrement dit, pas vraiment le genre de projet qui fait rêver les studios en termes de rentabilité. Résultat, ça ne manque pas, Heisserer se mange une montagne de refus en pleine tronche. Et puis en 2011, il débarque chez 21 Labs Entertainment, la compagnie de production du réalisateur Sean Levy, pour un meeting avec les producteurs Dan Levine et Dan Cohen. À la fin du meeting, Levine lui demande s'il n'aurait pas lu récemment une histoire avec un haut potentiel d'adaptation. Ah!
Bah tu fais bien de demander, mon camp. Alors qu'il avait perdu tout espoir et s'était résigné à abandonner ce projet, Acer voit une chance inespérée se présenter. Il évoque alors auprès des 2 producteurs cette histoire fascinante signée Ted Chiang, l'une des meilleures qu'il n'ait jamais lues. Intrigués, les producteurs décident d'y jeter un œil. Et dès leur lecture terminée, ils ne peuvent que donner raison à Acer. Il s'agit là d'une magnifique histoire. Emballés, ils rappellent aussitôt le scénariste pour lui faire part de leur intérêt. Ainsi, malgré son potentiel commercial somme toute limité et son histoire complexe à adapter sur grand écran, Dan Levine, Dan Cohen et Sean Levy se lancent en quête des droits, bien décidés à prendre contact avec Ted Chiang. Et pendant cette intense période de track, les 2 Dan croisent la route d'un certain Denis Villeneuve, cinéaste québécois adepte des drames intimistes. Il est alors en pleine promotion d'Incendie, adaptation d'une pièce de théâtre acclamée et nommée aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger. De fil en aiguille, les producteurs en viennent à parler de science-fiction. Est-ce un genre qui l'intéresse, lui, le spécialiste des drames à échelle humaine? Villeneuve leur fait alors part de sa passion pour le genre. Son plus grand rêve, c'est de faire de la science-fiction. Et d'adapter Dune. Mais ça, ce sera pour plus tard. Face à cette déclaration, les Dan échangent un regard complice. Ils pensent tous les 2 à la même chose. Un cinéaste talentueux doté d'une réelle sensibilité artistique et passionné de science-fiction, Villeneuve serait tout simplement parfait pour adapter l'histoire de Ta Vie. Sauf qu'ils n'ont pas encore les droits. Ils choisissent tout de même d'en parler au réalisateur et lui demandent de lire la nouvelle, tout en précisant qu'aucun accord n'a encore été conclu et que le projet pourrait très bien ne jamais aboutir. Et suite à cette rencontre, les producteurs parviennent finalement à entrer en contact avec Ted Chiang. Quand l'auteur reçoit cette proposition dans sa boîte mail, ce n'est pas l'enthousiasme qui s'empare de lui, mais plutôt le scepticisme. L'histoire de Ta Vie? Vraiment? C'était probablement son écrit le moins adapté à une transposition au cinéma. Il fait donc part de ses doutes aux 2 Dan, qui lui rétorquent que c'est justement ce qui les attire, l'opportunité de produire un film différent. S'ils ne peuvent lui assurer d'accomplir leur mission avec succès, Hollywood étant un monde imprévisible, ils lui font néanmoins part de leur passion et de leur détermination. Surtout, ils lui envoient le DVD d'Incendie en l'invitant à le regarder, car c'est ce réalisateur qu'ils imaginent aux commandes de l'adaptation. S'imaginant recevoir un énième film d'invasion extraterrestre, ce qui aurait d'emblée discrédité les producteurs à ses yeux, Chiang a la surprise de recevoir une intense fresque familiale. Et c'est cette bonne surprise qui le convainc de leur céder les droits. Ils ne lui ont pas menti. S'ils veulent ce réalisateur, c'est qu'ils ont effectivement l'intention de produire un film différent. De son côté, Denis Villeneuve lit l'histoire de Ta Vie et lui aussi la trouve sublime et fascinante, surtout dans son approche poétique et originale du langage. Cependant, il est alors engagé sur le thriller Prisoners. Et en plus, il émet des doutes quant à l'adaptabilité d'une histoire aussi cérébrale au cinéma. Si une étude linguistique peut être passionnante au format papier, elle risque d'être bien moins captivante à l'écran. Ne reste plus qu'à convaincre Denis. Pendant que Villeneuve se concentre sur Prisoners, Eric Acer se lance dans l'écriture, transformant ce qui n'était jusque-là qu'un simple pitch en scénario. Pour commencer, il prend contact avec Ted Chiang. Non pas pour travailler avec lui sur l'adaptation, ce qui n'intéresse pas l'auteur de toute façon, mais pour lui présenter ses idées et obtenir son aval. Ceci fait, il part à la rencontre de nombreux experts en linguistique, astrophysique et astronomie grâce à la Science and Entertainment Exchange, association qui met en relation scénaristes et scientifiques. Cela lui permet notamment d'en apprendre beaucoup sur la manière dont un premier contact extraterrestre pourrait réellement se dérouler. Lors de l'écriture du premier jet du scénario, Eric Acer fit face à plusieurs défis. L'un des principaux, présenter au public des notions de linguistique élémentaire. Mais comment faire ça sans submerger le public d'informations, ou simplement tomber dans le piège de l'exposition ennuyeuse? Eh ben, il y arrive pas. C'est galère. Dan Cohen et Dan Levine le font vite savoir aux scénaristes. Cette longue scène dans laquelle Louise enseigne aux heptapodes des notions d'anglais basiques est ennuyeuse et ne fonctionne pas. Là-dessus, Acer saisit un feutre et commence à écrire sur un tableau blanc pourquoi cette scène est capitale et en quoi il serait si complexe d'amener les heptapodes à répondre à la question « Pourquoi êtes-vous venu sur Terre ?», s'attardant sur tous les concepts linguistiques impliqués dans cette simple question. Et les 2 Dan sont scotchés par cette présentation, tant et si bien que lorsqu'Acer repose son feutre, il lui demande de simplement la transposer dans une scène du film. Sans même s'en rendre compte, il venait de trouver la meilleure façon de présenter ses concepts à un public néophyte. Comme quoi, des fois, il faut pas chercher midi à 14 h. Une fois le premier jet finalisé, les producteurs partent à la recherche de partenaires financiers et d'un distributeur pour faire avancer le projet. Et c'est chez Film Nation qu'ils trouveront le bon partenaire en la présence d'Aaron Ryder, qui est justement à la recherche d'un projet de science-fiction à forte portée émotionnelle. Un film qui, en quelque sorte, pourrait devenir le nouveau Rencontre du troisième type. Bingo! Ryder à bord, les 2 Dan et Sean Levy lui parlent alors de Denis Villeneuve, à qui il souhaiterait confier le projet. Et il s'avère que Ryder le connaît déjà puisqu'il l'a rencontré pendant le tournage de Prisoners. Il lui envoie donc le scénario d'Acer et le réalisateur est impressionné par le résultat. Ils l'ont fait. Ils ont réussi à développer la portée dramatique de l'histoire et à rendre son adaptation possible sur grand écran. Cependant, en procédant ainsi, Acer s'est largement éloigné du matériau original, peut-être un peu trop pour Villeneuve. Ce dernier va donc retravailler le script avec lui afin de revenir plus près de l'histoire de Ted Chiang. Mais il y a un hic. Parce qu'à peu près au même moment, Denis Villeneuve reçoit le script de Sicario, et après avoir hésité entre les deux, il finit par s'engager sur ce dernier, qu'il tournera à l'été 2014. Nous sommes alors au premier trimestre 2014, et les producteurs décident de tenter le tout pour le tout en allant directement voir Denis Villeneuve à Montréal pour le convaincre de s'engager sur Story of Your Life. Là, ils lui révèlent qu'ils sont prêts à faire le nécessaire pour que le tournage ait lieu avant celui de Sicario. Ça laisse pas beaucoup de temps quand même, hein?
Villeneuve, toujours très intéressé par le projet, leur fait alors part de ses envies, notamment concernant l'actrice qu'il souhaite pour incarner Lois Banks, Amy Adams. Pour lui, il n'y a qu'elle. Et c'est ainsi que juste après leur déjeuner avec Villeneuve, il contacte l'actrice et lui envoie le scénario. Et si Adams avait justement décidé de faire une pause dans son métier pour se consacrer à son rôle de mère, le script la bouleverse tellement qu'elle ne peut refuser cette opportunité. Adams et Villeneuve à bord, les producteurs partent au marché du film de Cannes pour trouver un distributeur. Et après une enchère très disputée, la Paramount acquiert le film pour les territoires américains, canadiens et chinois pour la somme de 20 millions de dollars. Un record. Le film obtient alors enfin le feu vert pour entrer en production, mais il est trop tard. Villeneuve part tourner Sicario aux grandes dames des producteurs. En même temps, bon, c'était un poil ambitieux les gars. Que faire? Attendre un an que Sicario soit terminé ou trouver un réalisateur disponible immédiatement? Après réflexion, les producteurs décident d'attendre. C'est donc un an plus tard qu'ils retrouvent Villeneuve, qui sort tout juste de la production de son Sicario et qui leur annonce qu'il est malheureusement déjà engagé sur le reboot télévisuel des Teletubbies. Ah putain, ils vont pas y arriver hein? Mais non, je déconne. Qu'est-ce qu'on se marre putain? Villeneuve est désormais fin prêt à se consacrer entièrement à Story of Your Life. Il commence ainsi par rassembler son équipe et engage l'artiste Sam Hudecki avec lequel il storyboardera 70% du film. Une collaboration qui avait déjà porté ses fruits sur Sicario. L'artiste puisera son inspiration non seulement dans le script, mais aussi dans le roman qu'il adore, dans des articles scientifiques et dans une photo d'Anna Fisher, astronaute américaine célèbre pour avoir été la première mère à partir dans l'espace en 1984, 14 mois après avoir donné naissance à son premier enfant. Villeneuve contacte également son ami Patrice Vermette, chef décorateur, pour concevoir l'univers visuel du film. Pour ce qui est de la photographie, Roger Deakins était son premier choix, ayant déjà travaillé avec lui sur Prisoners et Sicario pour le plus grand bonheur de nos pupilles. Malheureusement, le légendaire directeur photo est déjà engagé sur d'autres projets. Villeneuve doit donc trouver un autre collaborateur. Il veut quelqu'un sans expérience du genre SF qui apporterait donc un regard neuf et original. Et c'est Bradford Young qui est choisi. N'ayant auparavant jamais travaillé ni sur un projet de SF ni avec des effets visuels, il était le candidat parfait pour Villeneuve, à même d'apporter ce vent de fraîcheur auquel il tenait tant. Et pour établir le look du film, il puisera son inspiration dans la série de clichés Speedway de Martina Ivanov, des photos à l'esthétique tamisée, sombre et mystérieuse, tout en étant naturelle. Il en ressort une image à la fois laiteuse et obscure, capable de provoquer un léger sentiment de malaise chez les spectateurs. De son côté, le chef décorateur Patrice Vermette s'emploie à donner forme aux éléments fantastiques du film, à commencer par le vaisseau extraterrestre. Dans le roman de Ted Chiang, il n'y a pas de vaisseau spatial. Les échanges entre extraterrestres et humains se font à travers un système de communication intégré dans des miroirs. Mais pour le film, il est décidé de représenter visuellement l'arrivée des extraterrestres sur Terre, rendant ainsi indispensable la présence de vaisseaux. Mais à quoi allait ressembler ce vaisseau? Parce qu'on le connaît le Denis, il veut rien faire comme tout le monde. Dans le script d'Ace Serrer, ils sont décrits comme étant de forme sphérique, mais Villeneuve veut quelque chose d'encore plus original, de totalement inédit. Il est donc décidé dans un premier temps de partir sur un objet volant vertical. Mais pour éviter de tomber dans une bête redite du monolithe de 2001 l'Odyssée de l'espace, il faudra le doter de sa propre personnalité. De nombreuses pistes sont alors envisagées, mais rien qui ne parvienne à satisfaire le réalisateur. Il finit ainsi par prendre les choses en main en prenant pour modèle la planète Nanomea, découverte en 2024. Son étrange forme ovoïde évoquant une présence mystérieuse et terrifiante, tout en servant d'allégorie à la naissance, et donc la vie. Conçu dans un matériau extraterrestre inconnu, proche de la roche, le vaisseau devra arborer une surface parfaitement lisse et épurée, sans porte ni fenêtre, afin de préserver toute la pureté de sa forme. Le vaisseau conçu, il faut passer à l'étape suivante, à savoir ses occupants, les mystérieux heptapodes. Les directives, ils doivent avoir 7 pattes comme leur nom l'indique et dégager la sagesse d'une espèce millénaire. Villeneuve tient à ce que leur présence soit imposante et évoque la majesté des éléphants ou des baleines. Mais il tient aussi à ce qu'ils restent nimbés d'un voile de mystère. C'est d'ailleurs l'une des premières choses dont il fera part à l'équipe 3D lors du briefing. En ressortant de la salle de cinéma, le public ne devra pas se rappeler précisément de ce à quoi les heptapodes ressemblaient réellement. Ainsi, pour leur donner vie, Villeneuve fait dans un premier temps équipe avec Patrice Vermette et Sam Hudecki, mais malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à aboutir à une forme satisfaisante. En épluchant les portfolios de différents artistes, Villeneuve finit par tomber sur celui de Carlos Huante et se trouve immédiatement subjugué par ses concepts créés pour Prometheus de Ridley Scott. Il charge alors Huante de venir concevoir ses heptapodes, convaincu qu'il saura apporter cette touche de jamais vu qu'il recherche absolument. Ah bah il va pas être déçu. Huante part loin, très loin. Des extraterrestres en forme d'obélisque, d'accordéon. Si cette approche un peu ésotérique séduit Villeneuve, ils reviennent finalement à quelque chose de plus conventionnel, doté d'une forme arachnide. Cependant, Villeneuve a une nouvelle idée. Cette araignée à 7 pattes ne sera en réalité qu'une partie de l'heptapode, dont la forme entière ne serait révélée qu'à la toute fin du film. La partie supérieure est ensuite dessinée par Huante en suivant les indications de Villeneuve. Un aspect légèrement anthropomorphe, mais pas de bouche ni d'yeux. Ils doivent être énormes et donner l'impression de sortir tout droit d'un cauchemar. Si Villeneuve est ravi du résultat, il devra se battre pour le faire valider par le studio, qui émet des réserves quant à l'absence des yeux. Selon eux, les yeux sont essentiels, ils sont le miroir de l'âme et permettront donc de conférer une dimension émotionnelle aux heptapodes. Là-dessus, Villeneuve rétorque que les heptapodes sont comme des baleines. Ce qui compte, c'est l'aura qu'ils dégagent et non des détails secondaires tels que les yeux. Et il finit par avoir le dernier mot. Le design validé, l'équipe VFX entre en jeu pour développer leur façon de se mouvoir. Pour les aider dans cette tâche, Sam Hudecki leur fournit de nombreuses illustrations montrant les heptapodes en mouvement ainsi que dans différentes poses et attitudes. Les heptapodes, c'est plié. Mais il reste un élément capital.
leur langage. Dans le roman de Ted Chiang, les heptapodes communiquent avec ce qu'il décrit comme un gribouillis vaguement cursif qu'il projette avec de l'encre noire. Il s'agit de logogrammes, autrement dit, des symboles représentant non pas un son ou des lettres, mais un mot entier ou un concept. Dans son scénario, Ace Herrer introduit l'idée de la circularité en parfaite adéquation avec la structure narrative de l'histoire. Les logogrammes prennent ainsi la forme de symboles circulaires sans début ni fin. Villeneuve et Vermette se mettent donc au travail avec un objectif clair: créer un langage visuellement insaisissable pour l'esprit humain. Patrice Vermette se rapproche alors de chercheurs de l'Université de Montréal et du Québec pour élaborer ce langage fictif. Et en parallèle, il charge ses artistes d'expérimenter toutes sortes d'idées visuelles pour lui donner forme en ayant 3 critères en tête. Ça ne doit pas évoquer un langage à première vue, ça ne doit pas forcément être esthétiquement beau, et surtout, la forme doit rester circulaire. Après de nombreuses expérimentations peu concluantes, Martine Bertrand, artiste et compagne de Vermette, décide d'apporter sa contribution. Elle venait alors tout juste de commencer un atelier d'écriture à l'encre de Chine et se lança donc dans la création de son propre logogramme en utilisant cette technique. Estimant que Vermette et son équipe réfléchissent trop, elle choisit de se laisser guider par la spontanéité à travers des gestes circulaires sans aucune rigidité dans ses mouvements, en traçant de multiples couches d'encre. Suite à quoi, elle montre à Vermette une quinzaine de logogrammes de son cru. Impressionné par le résultat, il les montre à Villeneuve. Mais là, Villeneuve hésite. Le résultat est beau et poétique, mais il se demande comment l'intégrer à l'écran élégamment. C'est finalement son directeur photo Bradford Young qui tranchera en l'incitant à valider cette approche. Suite à quoi, Bertrand, Vermette et le graphiste Aaron Morrison élaborent ensemble un dictionnaire des logogrammes, créant une centaine de mots et phrases en respectant certaines règles. Le but étant d'y intégrer une logique interne sans pour autant l'humaniser. De son côté, Eric Heisserer continue de peaufiner le script avec Villeneuve, et la production engage alors la linguiste Jessica Kuhn comme consultante sur le film. Et étant tombée amoureuse de la linguistique suite à sa lecture du roman, elle est plus que ravie par cette proposition. Elle apportera ainsi des précisions quant au contenu de certaines scènes, notamment sur la manière dont le personnage de Louise procéderait dans telle ou telle situation. Quelle liste de choses à faire donnerait-elle à son équipe de linguistes et cryptographes? Tout est fait pour offrir une version scientifique crédible et respectueuse de la réalité, sans pour autant noyer le public dans un surplus d'informations. Elle travaillera également en étroite collaboration avec Amy Adams pour lui en apprendre plus sur sa profession et rendre sa performance plus authentique. Le physicien et informaticien Stephen Wolfram sera également de la partie, autorisant la prod à utiliser son logiciel Mathematica au sein du film. Un programme capable d'analyser des formes et expressions mathématiques et qui avait été utilisé pour donner forme au trou de verre d'Interstellar. Dans Story of Your Life, il sera utilisé par les linguistes pour étudier les logogrammes et en générer sur demande, leur permettant ainsi de communiquer avec les heptapodes. Toujours dans cette volonté de mettre l'authenticité au premier plan, il était important pour Villeneuve et Vermette que les personnages utilisent un logiciel bien réel plutôt que d'en faire concevoir un de toutes pièces par un graphiste. Stephen Wolfram sera donc chargé de reprogrammer son logiciel en conséquence pour qu'il réponde aux besoins du film. Et alors que le tournage approche, le casting prend forme avec les arrivées successives de Jeremy Renner en mars 2015, Forest Whitaker en avril et Michael Stolberg en juin. Renner incarnera Donnelly, physicien chargé de travailler avec Luz pour tenter de comprendre les heptapodes. S'il est au second plan en comparaison du personnage d'Amy Adams, il ne reste pas moins capital à l'intrigue. Et Villeneuve ne voulait certainement pas en faire un personnage de scientifique passif et ennuyeux. Il devait avoir une vraie personnalité et beaucoup d'humour, le comparant à Matt Hooper des Dents de la Mer. Et le tournage démarre. Si les producteurs envisageaient à l'origine de tourner au Nouveau-Mexique et à Vancouver, ils sont obligés de revoir leur plan quand ils apprennent qu'aucun plateau n'y est disponible. Pour le plus grand plaisir de Denis Villeneuve, c'est donc à Montréal que débute le tournage de Story of Your Life le 8 juin 2015, avec un budget relativement raisonnable de 47 millions de dollars pour donner vie à toutes ces ambitieuses idées. Comme on a pu le voir, ce qui compte avant toute chose pour Villeneuve, c'est le réalisme. C'est de la science-fiction certes, mais la science-fiction terre à terre. C'est aussi et surtout un film intimiste, ancré dans un monde bien réel. Et cette approche va guider chacun des choix artistiques. Des accessoires aux costumes portés par les personnages, tout doit baigner dans la normalité la plus banale. La technologie utilisée par l'armée ne doit pas être ultra sophistiquée, elle doit être ordinaire, presque ennuyeuse. Et les accessoires ne doivent pas être embellis, mais apparaître aussi bruts que possible. Mais si quelques scènes sont tournées au sein de décors bien réels comme l'école HEC de Montréal ou dans une authentique maison près du lac des Deux-Montagnes, l'essentiel du tournage aura lieu au sein des studios Mels, où Patrice Vermette a fait bâtir de nombreux décors. Pour autant, le décor le plus important de tous, celui de l'intérieur du vaisseau des heptapodes, ne sera pas conçu dans les studios Mels. À l'origine, l'équipe pensait utiliser les VFX pour donner vie à ce décor en post-production, mais très peu pour Denis Villeneuve et Patrice Vermette. Ce dernier parvient ainsi à bâtir le décor dans son intégralité sur un immense plateau, et ce malgré les contraintes budgétaires. Mais pour y parvenir, il aura fallu investir un entrepôt abandonné, histoire d'éviter les coûts liés à l'utilisation d'un gigantesque plateau au sein des studios Mels. Et les conditions seront rudes. Pas de chauffage, pas d'air conditionné, un toit qui fuit, mais bon, il faut ce qu'il faut. Le résultat est extrêmement impressionnant et immersif. Après avoir traversé un tunnel de pas moins de 45 mètres, l'équipe découvre un décor conçu sur 360 degrés, offrant à Villeneuve et son directeur photo une immense latitude pour placer la caméra où ils le souhaitent. Et étant donné qu'une grande partie du film y prendra place, cette flexibilité s'avère particulièrement bienvenue, permettant ainsi d'éviter toute monotonie visuelle. Au bout de ce décor se trouve une vaste chambre lumineuse où résident les heptapodes, et Villeneuve l'a voulu la plus épurée et minimaliste possible, demandant à Vermette de s'inspirer des œuvres de James Turrell pour sa conception. Là où l'équipe n'échappera cependant pas aux effets visuels,
visuel, c'est pour donner vie aux heptapodes. Sur le plateau, les acteurs font ainsi face à de grandes perches surmontées d'une balle animées par des marionnettistes professionnels, leur fournissant ainsi des repères concrets avec lesquels interagir. Ah, ils veulent de l'interaction? Bah fallait le dire tout de suite. Pour tourner une séquence où une explosion retentit dans le vaisseau heptapode, Adams et Raynor réalisent eux-mêmes leur cascade pour laquelle ils sont harnachés face à un fond bleu et tirés en arrière à pleine vitesse sur un système de tyrolienne. Bah ouais, ils font pas que causer, hein, c'est un peu physique aussi. Et d'ailleurs, pour tourner l'explosion elle-même, l'équipe utilise une maquette du décor, sauf qu'elle y met une charge un peu trop puissante, du coup la caméra prend feu. Côté casting, Villeneuve et Adams développent une belle complicité, se soutenant l'un l'autre et créant une dynamique professionnelle reposant sur une confiance absolue. Pour autant, tout n'est pas parfait. Les limites de cette collaboration reposant sur une maîtrise de l'anglais très approximative de la part de Denis Villeneuve. Un jour, Adams vient le voir pour lui poser une importante question sur la scène du jour. Une question à laquelle elle a mûrement réfléchi et qu'elle prend donc le temps de développer. Résultat, Villeneuve lui annonce qu'il n'a strictement rien compris à ce qu'elle vient de lui dire. Un autre jour, Villeneuve annonce à son actrice qu'il va la filmer de dos, sauf qu'il lui dit en anglais qu'il va la prendre par derrière, ce qui a le mérite de faire rire absolument toute l'équipe à part lui. Sacré Denis. Concernant les plans prenant place à l'extérieur du vaisseau, l'équipe part à 5 heures de Montréal, près du parc national Bic qui remplacera le Montana. Sur place, un immense champ est choisi comme décor du camp militaire situé juste à côté du vaisseau extraterrestre. Et le jour de tournage du plan d'hélicoptère crucial révélant le vaisseau pour la première fois, d'épaisses vagues de brume envahissent soudainement le paysage. Si le pilote d'hélicoptère est désolé pour Villeneuve, en réalité, ce dernier est ravi. C'est une chance inespérée d'apporter encore plus d'impact et de tension à cette scène sinistre. Et après 55 jours de tournage bien remplis, l'équipe plie bagages et les prises de vue s'achèvent à la fin du mois d'août 2015. La post-prod pouvait démarrer. Du côté des effets visuels supervisés par Louis Morin, 750 plans seront répartis entre 9 compagnies. Hybrid, Oblique FX, Rodeo FX, Framestore, Reno VFX, Alchemy 24, Folks, Mels et Fly. L'équipe d'Hybrid sera chargée de donner vie aux heptapodes. Un véritable challenge qui sera cependant facilité grâce aux indications très précises de Villeneuve. Ils devront également se charger de leur environnement embrumé, pour lequel de nombreux tests seront réalisés jusqu'à obtenir le rendu recherché, à savoir celui d'une douce brume matinale flottant au-dessus d'un lac. L'animation et le rendu des logogrammes provoqueront eux aussi leur lot de migraines. Ils font d'abord une tentative où les écritures prennent forme petit à petit, comme si elles étaient manipulées par une force invisible. Mais ça ne convient pas. Ils se rabattent alors sur une animation beaucoup plus simple, naturelle et élégante. Côté montage, Villeneuve fait de nouveau équipe avec Joe Walker qui avait monté Sicario. Et le réalisateur s'embarque alors dans le travail de montage le plus complexe auquel il n'ait jamais fait face. Car plutôt que de simplement suivre le déroulé du scénario, toute la structure du film est repensée afin d'optimiser l'impact de sa narration non linéaire. Ils ajoutent également une séquence au format documentaire qui n'était pas prévue à l'origine et qui leur permet de répondre à certaines questions concernant le vaisseau. Pour ce qui est du son, Sylvain Bellemare s'attelle à la supervision des différentes ambiances sonores du film ainsi que des différents sons émis par les heptapodes et les logogrammes. Denis Villeneuve a un rapport particulier au son. Pour lui, rien ne vaut le bruit du silence. Il tient donc à ce que l'univers sonore de Story of Your Life soit minimaliste mais d'une extrême précision. Pour le vaisseau, Sylvain Bellemare opte pour des sons organiques et naturels, évitant tout bruit de machine ou de moteur pour ne pas tomber dans les clichés habituels. Quand le vaisseau se déplace par exemple, c'est un bruit d'écroulement et de tremblement de terre que l'on entend, en parfaite adéquation avec son apparence rocheuse. Les heptapodes devront quant à eux avoir l'air de provenir d'une toute autre dimension, leur son ne devant évoquer ni une voix humaine, ni un grognement animal. Et c'est le néo-zélandais Dave Whitehead qui avait donné leur voix aux crevettes de District 9 qui est sollicité par Villeneuve et Walker. Et le réalisateur insiste sur le fait que ces échanges doivent avoir un caractère sacré. Converser avec un heptapode doit évoquer l'impression de communiquer avec un vieil arbre majestueux. Ouais, facile à dire, Denis. Whitehead commence donc par la base, trouver une approche plausible en s'appuyant sur le design des créatures. Il constate alors bien vite que les heptapodes ne disposent pas de bouche, ni d'aucun orifice leur permettant d'émettre un son. Y a quoi comme autre orifice que la bouche pour émettre un son? Les heptapodes doivent donc forcément utiliser des vibrations internes. Avec sa partenaire Michelle Child, ils élaborent leur base de travail en s'appuyant sur une variété de sons animaliers, allant d'oiseaux néo-zélandais comme le mélifage tui ou le glaucope cendré jusqu'au chameau. Ils expérimentent également beaucoup avec leur propre souffle, se servant d'instruments avant comme des flûtes maoris ou se lançant dans le démontage d'une cornemuse pour souffler dans les pièces qui la composent et en étudier les sonorités. Ils combinent ensuite tous ces effets sonores avec un poumon artificiel fabriqué en papier de riz, leur permettant ainsi d'obtenir un résultat primitif, ancien, puissant, le souffle des heptapodes. Et en ce qui concerne le son des logogrammes, il nécessitera étonnamment encore plus de travail que celui des heptapodes. Sylvain Bellemare expérimente beaucoup avec l'eau, enregistrant le bruit émis par du plastique flottant ou des légumes tels que des petits pois ou des pois chiches. Une fois mixé et modifié, il en résulte un effet sonore à la fois étrange et naturel, évoquant la consistance d'une matière vivante. Et que serait la trame sonore d'un film sans la musique? À la composition, l'immense et regretté compositeur islandais Jóhann Jóhannsson, impliqué sur le projet depuis l'engagement de Villeneuve. Les deux hommes ayant beaucoup apprécié leur collaboration sur Prisoners et Sicario, qui ont d'ailleurs résulté en deux bandes originales absolument parfaites. Le compositeur avait d'ailleurs commencé à travailler avant même le début du tournage, fournissant à Villeneuve le morceau qui sera utilisé lors du fameux plan révélant le vaisseau. Pour sa première incursion dans le genre SF, Jóhannsson, adepte des expérimentations, avait en tête des morceaux envoûtants et hypnotiques, parfaitement adaptés à la nature étrange et mystérieuse des heptapodes. Il tirera son inspiration de l'histoire elle-même et de son
son emphase sur le langage. Il utilisera donc beaucoup la voix humaine, mais pas de manière classique. Pas le genre du bonhomme. Il veut distordre les voix, enregistrer non pas des mots mais des sons, des voyelles répétées qu'il va superposer jusqu'à ce qu'elles ne ressemblent tout simplement plus à des voix. C'est en réalité rien de moins qu'un langage musical nouveau et unique qu'il conçoit pour le film. Il utilisera aussi des instruments classiques, mais pas de manière classique comme vous vous en doutez. C'est bien, vous commencez à le connaître. Par exemple, il enregistre des notes de piano mais retire l'attaque, la phase initiale de la note, obtenant ainsi un résultat radicalement différent d'une note de piano classique. Il met ainsi tout son talent et son inventivité au service du film pour lui conférer l'atmosphère la plus éthérée possible. Pour ce qui est de l'épilogue par contre, il est décidé de ne pas utiliser de morceaux composés par Johansson. La conclusion étant formellement très différente du reste du film, cette rupture stylistique devait également s'opérer musicalement. Villeneuve et son monteur choisissent ainsi The Nature of Daylight de Max Richter pour conclure le film. En juin 2016, 5 mois avant sa sortie, on apprend que le film a changé de titre. Pour Villeneuve, Story of Your Life faisait trop comédie romantique. En plus de ça, si le titre était parfaitement adapté au roman, il semblait moins correspondre à son adaptation, qui avait pris des libertés vis-à-vis de l'histoire originale. Chacun y alla donc de sa petite suggestion. Ace défendit Words and Weapons, et Villeneuve proposa quant à lui Young Suntok, se référant à un ensemble de 3 mots tels qu'exprimés par les heptapodes. Et après avoir passé en revue des centaines de titres potentiels tels que Heptapods ou The Shell, nom donné aux vaisseaux extraterrestres, tout le monde tombe finalement d'accord sur Arrival. Et en France, ce sera simplement Premier Contact. C'est en septembre 2016 que Premier Contact est projeté pour la première fois face à un public dans le cadre du Festival de Venise. Il y est accueilli plus que chaleureusement avec 10 minutes d'ovation. Une ovation à laquelle Denis Villeneuve ne peut malheureusement pas assister, étant occupé par le tournage de Blade Runner 2049. Mais c'était sans compter sur les producteurs du film qui décident de l'appeler pour lui permettre de partager ce beau moment avec eux. Ted Chiang aura quant à lui l'opportunité de découvrir l'adaptation de son roman lors du Festival de Toronto, et l'auteur sera tout simplement ravi. S'il constate que de nombreuses modifications ont bien été effectuées, il ne les voit pas d'un mauvais œil, estimant que l'esprit de sa nouvelle a été magnifiquement transposé sur grand écran. Tout ça n'augurait que du bon. Et ces bons augures furent confirmés le 11 novembre 2016, lorsque le film sortit finalement sur les écrans américains, suivi par la France le 7 décembre. Premier Contact parvint à conquérir le public instantanément et reçut des critiques élogieuses de la part de la presse. En tout et pour tout, le film rapporta 203 millions de dollars pour un budget de 47 millions et décrocha pas moins de 8 nominations aux Oscars. Pas de nomination pour Amy Adams par contre, au grand désarroi de Denis Villeneuve qui estimait que la réussite du film reposait en très grande partie sur sa performance. Pas de nomination non plus pour Johansson, et je comprends pas non plus. Le film remportera cependant l'Oscar du meilleur montage sonore pour Sylvain Bellemare, et c'est déjà bien. Premier Contact, c'est donc un film qui a su marquer son public et la science-fiction de manière générale, et il était temps qu'on en reparle plus en profondeur. Premier Contact n'est rien de moins qu'un authentique chef-d'œuvre du genre. Ce n'est là que mon humble avis, évidemment. Je trouve ce film purement et simplement fascinant, et ce pour plein de raisons différentes. Déjà, parce qu'il n'y a pas de film comme Premier Contact. Parmi les innombrables qualités du film, il y en a une qui me paraît revêtir plus d'importance que les autres, sa singularité. Une singularité que l'on doit évidemment à son scénario original et brillant, mais aussi en grande partie à son réalisateur. Car qu'on ne s'y trompe pas, Premier Contact est avant tout un film d'auteur. À des années-lumière du Yes Man sans personnalité, Denis Villeneuve est un réalisateur doté d'une vision claire et d'une patte qui n'appartient qu'à lui. Lorsqu'il s'attaque à un film sur la lutte entre la DEA et les cartels de drogue, ça ne donne pas un simple film d'action lambda, ça donne Sicario. Quand il réalise un thriller, il ne se contente pas d'en reproduire bêtement les codes, il signe une œuvre qui s'impose d'emblée parmi les références du genre. Bref, loin d'être broyé par la machine hollywoodienne, Villeneuve est au contraire parvenu à l'apprivoiser pour en tirer le meilleur, sans jamais renier son intégrité artistique. Alors un film de science-fiction signé Denis Villeneuve, qu'est-ce que ça pouvait bien donner? A priori, un film plutôt pas dégueu. Ce qui frappe au premier abord avec ce film, c'est qu'il n'a rien du film de science-fiction classique. Il n'a même rien du film de science-fiction tout court. Ça saute aux yeux dès les premières minutes qui, loin d'adopter l'approche classique d'un film d'invasion extraterrestre, lui donne l'allure d'un drame intimiste centré sur une mère et sa fille. Un prologue absolument déchirant qui parvient rapidement à donner au film son identité propre, faisant en quelque sorte office de note d'intention. En vérité, Premier Contact est traité comme un drame intimiste dans lequel va venir s'insérer un élément de science-fiction, raison pour laquelle Villeneuve a basé chacune de ses décisions sur l'authenticité. Il fallait que l'on croie en la réalité bien tangible de ce monde pour rendre l'élément fantastique d'autant plus impactant. Et quoi de mieux pour ce faire que de s'attarder sur les tourments de son personnage principal, sur la perte de sa fille à la suite d'une terrible maladie. En démarrant son film sur une telle tragédie, portée par une mise en scène naturaliste et de superbes performances de la part d'Amy Adams et des 3 jeunes actrices incarnant tour à tour sa fille, Villeneuve parvient à nous investir émotionnellement en à peine 4 minutes. Et à nous anéantir la gueule accessoirement. Les sensibles pleureront. La note d'intention est claire. Dans Premier Contact, l'humain passe avant tout. Lorsque Villeneuve met en scène l'arrivée des heptapodes sur Terre, il ne filme pas les vaisseaux extraterrestres prenant place autour du globe, non. Il filme la réaction des gens face au reportage télévisuel annonçant leur arrivée. Et il faudra attendre 20 bonnes minutes avant d'avoir un véritable aperçu du vaisseau. On ne les verra que lorsque Louise, le personnage principal, notre point de repère, les verra elle-même de ses propres yeux. Et quand elle est envoyée sur le terrain pour établir un contact avec les heptapodes, ce sont encore une fois les réactions humaines qui sont mises en avant par Villeneuve, s'attardant longuement sur un Donnelly fasciné qui fait glisser sa main sur la coque du vaisseau. En vérité, ce sont les réactions humaines qui constituent en grande partie
le moteur du récit. Des réactions de nature diverse face à cet événement majeur qui amène avec lui son lot d'innombrables questionnements et qui va bien sûr diviser l'humanité. Pour résumer grossièrement, il y aura ceux qui voudront détruire ces choses qui les effraient et ceux qui voudront comprendre ces choses qui les fascinent. Il est normal d'être effrayé, c'est dans notre nature d'avoir peur de l'inconnu, et ce n'est que grâce à la compréhension que l'on parvient à dépasser cette peur. C'est justement la mission de Louise Banks, comprendre. Comprendre ce que veulent les heptapodes, comprendre le pourquoi de leur venue sur Terre. Sauf que pour comprendre les intentions des heptapodes, il faut déjà commencer par comprendre les heptapodes. Premier Contact nous permet ainsi d'aborder un domaine jusqu'alors grandement négligé par le cinéma de science-fiction, la linguistique. Et il le fait de façon si maîtrisée, si bien écrite, si bien dosée, que le résultat n'est jamais rébarbatif. Au contraire, Premier Contact rend très accessible ces concepts pourtant complexes, et si on ne fait bien évidemment qu'effleurer ce champ d'études extrêmement vaste, il donne envie de s'y intéresser en profondeur. Comment établir le contact avec une espèce dont l'existence même vient remettre en question toutes nos connaissances de l'univers? Les heptapodes. Parlons-en. Les heptapodes sont des créatures absolument fascinantes, et leur entrée en scène constitue pour moi rien de moins que l'une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma de science-fiction. Tout est fait pour marquer le spectateur au fer rouge, que ce soit dans la mise en scène, la photographie, la direction artistique, le montage, la musique, chaque élément du langage cinématographique s'harmonise pour façonner une atmosphère éthérée nous plongeant dans un autre monde, un monde qui dépasse notre entendement. Putain que j'aime cette scène. En ce qui concerne leur design, tant visuel que sonore, c'est une réussite totale qui participe grandement à renforcer leur caractère unique. D'autant que Villeneuve met un point d'honneur à renforcer leur aura par le mystère. Un mystère qui ne sera levé qu'au fur et à mesure du film via de multiples révélations entourant leur nature, leurs intentions et leur forme elle-même. Mais le plus fascinant chez les heptapodes, c'est bien évidemment leur langage écrit. Les fameux logogrammes circulaires. Une écriture d'une richesse impressionnante, à la fois signifiante comme n'importe quel langage, narrative en tant que moteur de l'intrigue et dotée d'une dimension artistique et esthétique indéniable. La circularité, elle est capitale dans Premier Contact, car au-delà de constituer la forme des logogrammes, elle façonne aussi la structure même du film. Premier Contact raconte ainsi son histoire de façon non linéaire. Et si on commence à être habitué à ce type de narration, nombre d'auteurs tels que Lynch, Tarantino et bien évidemment Christopher Nolan ayant souvent expérimenté avec, Premier Contact s'en sert différemment, car cette temporalité fait partie intégrante de la diégèse, de l'univers narratif. Ce n'est pas un simple artifice de montage, car Louise elle-même est affectée par ces sauts dans le temps. Il ne s'agit donc pas simplement de flashback ou de flash-forward. Le film déploie une narration subtile qui nous induit délibérément en erreur par petites touches tout au long du récit, nous menant lentement vers un twist à la fois inattendu et bouleversant. Les sensibles repleureront. La circularité, opposée à la linéarité, se retrouve donc à la fois dans la forme des logogrammes, dans la narration où début et fin se confondent, et aussi, et là c'est plus subtil, dans certains décors. Oui, parce que pas mal de choses sont signifiantes dans ce film. Villeneuve aime le minimalisme, mais ça veut pas dire qu'il y a zéro réflexion derrière. Par exemple, au début du film, le couloir de l'hôpital ainsi que l'amphithéâtre dans lequel Louise fait cours sont circulaires. Et à la fin, c'est la salle de banquet qui adopte cette forme et qui vient en quelque sorte boucler la boucle. Ou le cercle. Autre motif visuel récurrent, l'horizontalité, particulièrement marquante car il s'agit de la forme à travers laquelle Louise communique avec les heptapodes. Et on la retrouve également dans l'amphithéâtre à travers le tableau blanc. Récurrente au sein du film, cette horizontalité est associée à l'éducation et la connaissance, des éléments fondamentaux dans une histoire qui repose sur la compréhension de l'autre. Une compréhension qui passe donc évidemment par l'éducation et la connaissance, mais qui ne devient possible que grâce au langage, dont le film s'efforce de mettre en avant la beauté. Profondément anti-guerre, Premier Contact souligne l'importance du langage et de la communication comme vecteur de compréhension mutuelle et de paix. Le langage, bien que porteur de barrières, y devient un pont essentiel pour éviter les malentendus et les conflits. Rien n'est plus dangereux que le repli sur soi, car il enferme bien souvent dans l'ignorance. Le film illustre parfaitement ce point lorsque les 12 sites en contact avec les heptapodes décident de couper toute communication, empêchant ainsi le partage d'informations cruciales. En découle alors une crise qui pourrait bien devenir une guerre. Heureusement, cette guerre sera évitée de justesse grâce au dialogue. Comme le dit très justement Villeneuve lui-même, Premier Contact est un film davantage axé sur les ponts que sur les murs. On se demande bien ce qu'il veut dire par là. Attention spoiler, à la fin du film, Louise parvient à éviter une guerre en discutant en mandarin avec le général Cheng. Mais que lui dit-elle exactement? À l'origine, le scénariste Eric Esser n'en avait aucune idée. C'était une réplique en mandarin, rien de plus. Sauf que pour Denis Villeneuve, il s'agissait de la réplique la plus importante du film. Il ne pouvait donc pas se permettre de ne pas savoir. Esser se mit donc au travail et fit de nombreuses propositions au réalisateur, mais aucune ne semblait le satisfaire pleinement. Et puis un jour, il finit par faire mouche. La fameuse réplique signifiait en réalité « En temps de guerre, il n'y a pas de héros, seulement des veuves et des orphelins ». Et Villeneuve choisit délibérément de ne pas la sous-titrer, préférant que seuls ceux qui maîtrisent le mandarin soient en mesure de la comprendre. Ce serait criminel de conclure cette critique sans mentionner le casting, alors allons-y.
Amy Adams est habitée par son rôle. Présente dans quasiment toutes les scènes, elle porte le film sur ses épaules et offre une superbe performance, sans doute l'une de ses meilleures. À ses côtés, Jeremy Renner est loin de démériter, apportant charisme et humour au personnage de Donnelly. Quant au génial Forest Whitaker, dans le rôle du colonel Weber, il compose un personnage riche, bien loin du militaire caricatural, se posant à la fois en figure d'autorité antagoniste et comme figure paternelle pleine de bon sens. Bref, un trio principal excellent qui ne fait qu'accentuer mon amour pour ce film pas comme les autres. Un film d'une richesse absolue qui en dévoile toujours un peu plus à chaque nouveau visionnage. Ajoutez-y une musique tout bonnement incroyable qui participe grandement à son atmosphère unique, une direction artistique impeccable et une mise en scène millimétrée, et vous obtenez rien de moins qu'un authentique chef-d'œuvre. Ah, je l'ai déjà dit, non ? Oh là là, ils sont trop forts, ils ont même réussi à foutre de la circularité dans ma critique. Comme tout grand film de science-fiction, Premier Contact invite à la réflexion, se posant comme une mise en garde sur les dangers du repli sur soi et sur l'importance capitale de l'entraide. C'est un appel à l'union, plus que jamais pertinent à l'heure actuelle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si c'est pas déjà fait, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, ou acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi je vous dis à bientôt, salut!